Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, deuxième épisode de cette série, ici la Coupe du Monde 2026. Je suis très heureux aujourd'hui d'aborder ce deuxième épisode avec vous, direction le Canada, pour, vous le verrez, un épisode vraiment atypique. Alors, il faut savoir déjà que le Canada, avec les États-Unis et le Mexique, sont les pays qui vont recevoir la Coupe du Monde, bien sûr. Et au Canada, il y a deux stades qui vont accueillir la Coupe du Monde, à Toronto et à Vancouver. D'abord, la devinette traditionnelle de cette série, quelle est la capitale du Canada? 3 secondes. Bien joué, c'est Ottawa et non pas Vancouver, je sais, le monde est bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, direction The Canadian Premier League. Donc, qu'est-ce que la Canadian Premier League? C'est le championnat du Canada qui a pour statut le statut professionnel. Donc, la Première Ligue canadienne, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la Première Ligue, c'est le championnat, la première division, et la D2, c'est la Ligue 1. Donc, voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas, il y aura pas que ça de paradoxal et d'assez marrant. Donc, ce championnat est fondé en mai 2017, mais la première saison a eu lieu en avril 2019. Donc, grosso modo, 95 ans après le premier match officiel de la sélection canadienne. Oui, permettez-moi du terme, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 95 ans pour ne pas faire de championnat alors que leur sélection jouait? Je ne sais pas. En tout cas, malgré cette très bonne question auquel nous n'avons pas la réponse, le championnat a commencé donc en 2019, en avril 2019, et avant cela, les équipes canadiennes étaient exclusivement réparties dans d'autres championnats, donc par exemple le championnat américain ou des championnats semi-professionnels ou voire amateurs au Canada. Mais là, c'est la première ligue vraiment professionnelle au Canada. Donc, ça se déroule sur la même période de l'année que le championnat américain, c'est-à-dire du printemps à l'automne, en gros, de avril à octobre. Et le plus titré, c'est le Forge FC avec 4 titres. Sinon, il y a aussi l'Atlético Ottawa qui l'a remporté. Le nom est stylé, je vous l'accorde. Le Cavalry FC et le Pacific FC. Il manquerait plus qu'un S Atlantique ou un AC Pôle Nord et on aurait été parfait. Le format, le format il est étrange, je vous avoue. 8 équipes dans le championnat et 28 matchs par équipe. Vous allez me dire comment c'est possible. Vous voyez les phases traditionnelles, aller, retour. Et ben là, ils font ça, mais en deux fois. C'est-à-dire que au lieu de faire une phase aller-retour, ils vont faire une phase aller-retour et on recommence une phase aller-retour. Ça fait donc 28 matchs au lieu de 14 normalement par équipe. Et à la fin de la saison régulière, les 5 premiers du championnat se qualifient pour les playoffs. Et comment ça s'organise les playoffs? Le cinquième affronte le quatrième, le gagnant affronte le troisième, qui va affronter le deuxième, qui va affronter le premier pour une grande finale. Voilà, en gros, ils sont partis très loin, très très loin dans leur manière de fonctionner. A noter que par exemple, pour vous montrer à quel point ils ont été en retard sur le développement du football au Canada, la première Coupe du Canada a été créée en 2008. Et celle-ci a eu lieu, a commencé avec 3 équipes. C'est comme si tu faisais une Coupe de France avec Monaco, Marseille, Paris. Voilà, c'est simple. Donc le joueur le plus haut en termes de valeur marchande aussi, c'est important de le souligner pour comprendre le niveau un peu de ce championnat. C'est David Rodriguez qui vaut 275 000 euros. Voilà, donc c'est quasiment 10 fois moins que la valeur marchande de Tchal Tatsar. J'ai envie de pleurer, je savais pas que c'était possible, mais je suis content d'avoir fait une telle découverte. Voilà. Donc ça montre un petit peu à quel point le niveau du championnat canadien est bas. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a aucun joueur du championnat canadien qui est actuellement en sélection. C'est pour vous dire. Il y en a qui jouent dans les clubs canadiens de la Major League Soccer, mais il n'y en a pas qui jouent dans l'Atlético Ottawa, etc. Donc, maintenant, passons à l'équipe nationale. Donc, l'équipe nationale est actuellement quand même 27e mondiale, ce qui est vraiment très bien vu la tête de leur championnat. Leur premier match officiel a eu lieu en 1924 contre l'Australie, défaite 3 buts à 2. Leur plus grosse victoire, c'est 11-0 face aux îles Caïmans, c'est pas mal, c'était en 2021 en plus, c'est il n'y a pas longtemps. Et leur plus grosse défaite, c'était en 93 contre le Mexique, 8-0.
Le plus capé, c'est Atiba Hutchinson, milieu de terrain que j'aime beaucoup, l'ancien de Beşiktaş, 105 sélections. Et le meilleur buteur, c'est le joueur actuel, Jonathan David, le joueur de la Juve actuellement. Et pour les participations dans des grandes compétitions. Alors, c'est un peu compliqué parce que à la Coupe du Monde, ils en ont participé à que deux. En 86 et en 2022, où les deux fois ils sont fait éliminer en poule. Bon, la deuxième fois, on peut les pardonner, c'était dans un gros groupe avec le Maroc, la Belgique et la Croatie. Donc bon, la Gold Cup, ils l'ont gagnée sur 20 éditions, enfin sur 20 participations en 1985 et en 2000. Et la Copa América, ils ont fait quatrième sur leur seule participation en 2024. Et c'était qui le coach? C'était Jesse March, l'ancien coach du RB Leipzig ou encore de Leeds United plus récemment, qui, ça me fait une transition parfaite, est le sélectionneur actuel du Canada depuis mai 2024. Alors son bilan, actuellement, il n'est pas catastrophique. 15 victoires, 15 matchs plutôt, 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites. C'est un bilan qui est, pour ma part, vous me le direz, très irrégulier. Et je vais vous montrer pourquoi. Après la Copa América, donc c'était plutôt pas mal, etc. La Gold Cup, par contre, c'était plutôt mitigé. La Gold Cup, ils se sont fait éliminer de manière piteuse, pour pas dire honteuse, contre le Guatemala un partout, où ils se sont fait même dominer par le Guatemala. Depuis, ça allait mieux. Victoire 3-0 contre la Roumanie, 1-0 contre les Pays de Galles. C'était pas flamboyant, mais ça va. Depuis, c'est pas les résultats qui gênent, c'est le jeu. Défaite contre l'Australie 1-0, 0-0 piteux contre la Colombie et encore pire contre l'Équateur. Et victoire très froide contre le Venezuela 2-0, mais sans véritablement briller. C'est une équipe vraiment faite pour la transition, qui refuse totalement la possession. J'ai jamais vu une équipe qui veut autant pas du ballon. 40% de possession contre la Colombie par exemple, ou encore contre l'Équateur. Et même 42%, 42 contre le Guatemala par exemple. Le Guatemala, 42% de possession. Alors que le Guatemala, 58. Voilà, pardon. L'Équateur, encore pire. 24% de possession contre l'Équateur. Qui de base est une équipe faite pour défendre. Donc ça montre à quel point ils s'en foutent du ballon. Par contre, ils veulent aller vite en transition. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de déchets techniques. Beaucoup trop de déchets techniques. Ce qui déjà aboutit à très peu de frappes. Sur les derniers matchs, par exemple, il y a eu 4 tirs seulement pour encadrer contre la Colombie ou encore contre l'Équateur, ou même 5 tirs contre le Guatemala. C'est pour ça que je disais que c'était catastrophique. Et beaucoup de déchets techniques, je vais le justifier par le fait, par exemple, que contre le Venezuela, ils ont raté 81% de leurs passes. Ou encore pire, contre l'Équateur, 67% de leurs passes. Si vous voulez un ordre d'idée, contre, par exemple, l'Australie, ils ont raté 78 passes. Ce qui est quand même énorme. Et pour finir, sur leur style de jeu, c'est une équipe qui rentre beaucoup dans les duels, avec des joueurs physiques comme Ismaël Koné. Par exemple, contre le Venezuela, bon, il y a eu 41 coups francs. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'aime bien le MMA, donc ça fait plaisir. 35 environ en moyenne. Par exemple, il y a eu un carton rouge contre le Venezuela et contre l'Équateur. Donc un rouge sur les 2 derniers matchs. C'est pas mal. Les Nord-Américains, ils sont chauds. Les Américains et les Canadiens. Mais qui joue au Canada? Alors, il y a moins de richesse d'effectifs qu'aux États-Unis. Ça, c'est très clair. Honnêtement, voici la compo improbable que je vous mets. Donc là, on voit que Sinclair, pour moi, va démarrer titulaire à la place de Crépeau. Crépeau, qui est sur les dernières performances, surtout au niveau de son jeu au pied, est assez mauvais, pour pas dire voilà. Sigur à droite, le jeune défenseur central de l'Hajduk Split, qui est une étoile montante à droite, qui peut être en concurrence avec Laryea, qui de base joue à gauche, vu que Davis est blessé. Laryea, qui est un latéral très offensif, qui marque, qui est passeur, c'est comme Sigur, et qui est un très très bon joueur. Le problème, c'est qu'avec Davis, son statut, surtout s'il revient à 100%, Laryea, il va pas être titulaire à gauche. D'ailleurs, il est droitier, donc je pense qu'il va être en concurrence avec Sigur. Mais Laryea, je le vois pour l'instant remplaçant. Et en défense centrale, Bombito, le niçois, quand il va revenir de blessure avec Cornelius, le joueur des Glasgow Rangers, qui est toujours solide en sélection. Notez que je vois pas mieux, parce qu'ils ont essayé d'autres défenseurs en l'absence de Bombito, mais ça n'a pas trop marché, notamment Waterman par exemple. Au milieu de terrain, pas de surprise, Eustáquio, le joueur de Porto, qui est en rotation avec Porto, qui fait une plutôt bonne saison, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, et Koné,
qui se relance bien à Sassuolo, jeune très prometteur, qui a échoué à Marseille et à Rennes, mais qui se relance bien avec Sassuolo. Milieu droit, Buchanan de Villarreal, qui joue souvent titulaire aussi, qui est un joueur très percutant, qu'on a découvert en 2022. Et à gauche, pour moi, c'est Nelson qui va démarrer. Ali Ahmed est trop irrégulier, il a pris un rouge lors du dernier match, au bout de... Il a touché quoi? Il a touché 6 ballons, il a pris un rouge au bout de 6 minutes, c'était contre l'Équateur, il me semble. Donc quand même. Et en pointe, Jonathan David, là il n'y aura pas de surprise. Avec Oluwaseyi pour moi, qui est souvent aligné, qui est tout le temps aligné même avec David, le joueur de Villarreal, qui est pas mal en rotation pour l'instant avec Mikotadze, etc. devant. Qui va prendre la place pour moi de Promise David, qui pourtant fait une très bonne saison avec l'Union Saint-Gilloise, qui marque en plus, qui a marqué contre le Venezuela, qui va sûrement apporter de la vraie concurrence devant à Oluwaseyi. Attention quand même à Promise David. Mais justement, je vais finir là-dessus. Sur le banc, il y a, à part lui, Osorio, Crépeau. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, en termes de profondeur d'effectif, on n'est pas vraiment au niveau des États-Unis. Voilà pour le Canada. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine, à très vite pour l'épisode 3 qui aura lieu dans le pays des tacos, des sombreros, El Mexico. Salut à vous.